Nous y sommes, il est 17 h. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette e-réunion des actionnaires de Wavestone dédiée au projet de rapprochement avec la société Cuperior. On va parler de l'Assemblée générale à laquelle vous avez été convoqué le 5 décembre prochain. On va parler du projet, on va parler de plein de choses. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette réunion. À mes côtés aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Pascal Imbert, président, directeur général de Wavestone, cofondateur. Bonjour Pascal. Bonsoir Benjamin, bonjour Benjamin et bonjour à tous, merci de votre présence. Et avec nous également en direct de Munich, nous avons le cofondateur et CEO de Cuperior, Carsten Hoppner. Guten Tag Carsten, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Pascal. Je suis content d'être ici avec vous. Le plaisir est partagé. Cette réunion est donc dédiée au projet de rapprochement entre Wavestone et Cuperior. Nous allons passer 1 heure ensemble avec 2 temps. Un premier temps qui sera dédié à un rappel pour celles et ceux qui sont très connectés à notre actualité, une présentation pour les autres de ce projet. On va essayer de faire ça, messieurs, en 20-25 minutes pour laisser un maximum de temps aux questions et aux réponses, sachant qu'on a déjà reçu quelques questions de certains et certaines d'entre vous. Elles sont ici et n'ayez crainte, j'ai le chat juste devant moi. Donc, pour poser vos questions, n'attendez pas la fin de la réunion. Vous pouvez utiliser le chat pour les soumettre et on les notera au fur et à mesure pour les poser éventuellement pendant la présentation si c'est pertinent, sinon à la fin. J'ai déjà beaucoup trop parlé, messieurs. Je vous propose de laisser tout de suite la parole peut-être à Carsten pour revenir sur Cuperior en quelques éléments et quelques slides. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très fier et heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre projet. La fusion de nos 2 sociétés représente une opportunité unique et pour nous tous et j'ai hâte de poursuivre les prochaines étapes avec vous. L'histoire de Cuperior. Cuperior est né de la fusion des sociétés agences Paricon et Esprit Consulting que j'ai fondées en 1995 avec 3 collègues. Avec la fusion en 2011, nous avons créé le nouveau nom Cuperior et avons envisagé l'avenir avec des objectifs très précis. Nous voulions être une entreprise qui place ses clients et ses employés au centre de ses ambitions et qui assume en même temps la responsabilité envers la société et l'environnement. Et nous voulions doubler nos ventes toutes les 5 années. Nous avons réussi jusqu'à présent et nous avons atteint nos objectifs grâce à une combinaison de forte croissance organique et de fusion et acquisition ciblée que vous pouvez voir dans cette slide. Voilà, et je pense qu'on peut continuer parce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes devenus un des principaux cabinets de conseil en gestion et en informatique dans les pays germanophones. Avec un chiffre d'affaires de 285 millions d'euros en 2022, nous sommes l'un des 3 plus grands cabinets de conseil en gestion indépendants en Allemagne. Nous offrons une expertise sectorielle approfondie combinée à des compétences transversales fondées. L'expertise sectorielle verticale nous permet de conseiller nos clients avec des spécialistes expérimentés et nous donner un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises de conseil qui sont moins spécialisées. La compétence transversale nous donne la flexibilité de déployer nos collaborateurs dans les différents domaines et de développer des nouveaux secteurs d'activité. En plus de notre présence en Allemagne, nous avons très forte présence en Suisse et en Autriche et nous avons des filiales en Angleterre et en Amérique du Nord. Nous employons en total 1410 collaborateurs. Et voilà, ça c'est Cuperior très en bref. Et pour vous donner une petite idée de nos projets, j'ai 2 projets que je veux présenter aujourd'hui. Ici à gauche, on a un acteur international du transport. C'est une entreprise ferroviaire européenne de renom qui s'est fixé pour objectif de réduire durablement les coûts énergétiques du transport de passagers. Un aspect important est le style de conduite des conducteurs des locomotives. À quelle vitesse accélèrent-ils? Comment freinent-ils?
c'est très similaire de la manière dont le style de conduite d'une voiture influence la consommation du carburant. C'est le conducteur d'une locomotive qui peut influencer la consommation d'une locomotive. Et ce qu'on a fait là-bas, c'est qu'on a construit une application dans laquelle la consommation électrique réelle est mesurée et les conducteurs de locomotives peuvent se comparer à leurs collègues sur le même itinéraire afin de réduire leur propre consommation. Ça, c'était un projet passionnant qui fait en même temps quelque chose bien pour l'environnement. Et voilà, ça, c'était très innovateur et c'était un super projet en Suisse. Et j'ai un autre qui est pas assez innovatif, c'était dans le domaine assurance, mais aussi très, très intéressant. Et ça, c'est le projet où on a aidé un groupe européen bailleur de réassurance. Et en fait, nous avons aidé cette compagnie avec intelligence artificielle. Et c'est une compagnie assurance de vie. Et on a aidé cette compagnie de lire nombreux contrats d'assurance qui étaient sous forme de texte, et ainsi pour pouvoir mieux évaluer les risques des contrats. Dans ce projet, nous nous sommes distingués par notre expertise en assurance et nos compétences en intelligence artificielle. Et en bref, on peut dire qu'on travaille pour des gros clients et on essaie de faire des projets très, très intéressants, innovateurs, et en même temps des projets grands qui sont vraiment des grandes transformations pour nos clients. Et voilà, et maintenant, nous, avec Waystone, on a un projet intéressant devant nous. Et quel est l'objectif de notre projet? Justement, c'est une bonne transition, Karsten. L'occasion peut-être de rappeler, pour faire cette transition, que on ne s'est pas rencontrés par hasard, deux sociétés, Wavestone et QPR, qui se connaissent depuis 2019 et le partenariat qui a été initié à ce moment-là. En fait, ouais, c'était très intéressant parce que on se connaît depuis 2019. On a reçu Waystone était en train de faire des partenariats européens et on a reçu une brochure de Waystone et on a lu ça et on a dit waouh, c'est très intéressant. C'est comme notre société, c'est une description de notre société en France et on était intéressé par ça. Et on a pris contact avec Waystone et ça, c'était le début de notre partenariat. Et je ne sais pas, Pascal, toi, tu étais là de 2019. Quelle était ton impression? Mais pour moi, c'était très étonnant et j'étais très content de voir ça. Et après, ça a commencé, je ne sais pas, Pascal, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai l'impression que dès le début de notre rencontre, on s'est finalement retrouvé sur le fait que nous faisions exactement le même métier, mais surtout nous faisions le même métier avec la même approche, avec un côté pragmatique, très orienté business et très orienté vers le fait de produire de la valeur qui se concrétise réellement chez les clients, tout en faisant ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'expertise, mais sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a bien marché entre nos équipes. Et voilà. Et je pense, ça, pour nous, maintenant, c'est un excellent point de départ parce que nous le connaissons depuis 2019. Nous avons déjà travaillé ensemble. Les équipes se connaissent. Ils ont les mêmes valeurs. Ils travaillent dans une façon très similaire, même dans des régions très différentes. Et on a fait des projets ensemble. On a eu des réussites ensemble. Et comme on propose des services très, très similaires, mais nous opérons dans des zones géographiques très différentes, on peut vraiment réaliser des projets plus grands, plus importants, plus internationaux à nos clients et encore plus d'opportunités de développement au niveau international pour nos équipes. Si on met ça en chiffres, et ça, ce sont les chiffres de 31 mars 2023, nous réalisons un chiffre d'affaires combiné de 818 millions d'euros et un bénéfice de 101,4 millions d'euros, comptant 5 500 collaborateurs dans 17 pays. Et parmi des 30 premières entreprises globales 500, 18
sont nos clients. Et ça dit, voilà, la combinaison des deux entreprises, ça fait vraiment, ouais, c'est une bonne base pour créer un vrai champion européen de conseil. Si on regarde dans les chiffres un peu plus en détail et on considère la répartition géographique, 52% de nos ventes proviennent de France, 23% d'Allemagne et 11% de Suisse. 14% l'Angleterre, d'Amérique du Nord et des autres pays. Et ça, je pense, c'est une répartition considérablement diversifiée par rapport aux entreprises Cuperia et Wavestone individuellement. Et ça, dans une seule coup, Wavestone, c'est une entreprise française. Nous, était une entreprise vraiment germanophone avec l'Allemagne et la Suisse. Et maintenant, en combinaison, on est vraiment une entreprise vraiment européenne. Si on regarde les secteurs, on peut constater une très forte part de chiffre d'affaires dans les services financiers, avec 21% dans les banques et 18% dans les compagnies d'assurance. Parmi les autres secteurs forts, on a l'énergie avec 14%, les transports, voyages et logistique, 13%, l'automobile et l'industrie aussi, 13%. Et on pense que ça, c'est une division qui, d'une part, montre qu'on est spécialisé dans certains secteurs, comme banque, assurance, énergie. On n'est pas dans tous les secteurs, mais on a une spécialisation dans des secteurs. Et d'autre part, ça nous donne la possibilité de nous tourner vers des autres secteurs si un secteur ne se porte pas bien. Et voilà, et je pense, Pascal, tu vas nous détailler un peu les chiffres. Oui, bah écoute, volontiers. Donc, Carsten vient de décrire finalement ce qu'est le nouvel ensemble au jour de notre rapprochement. Mais ce jour de notre rapprochement, ce n'est pas une fin, c'est vraiment le point de départ d'une nouvelle étape de croissance, d'une nouvelle phase de croissance pour nos entreprises. Et ce projet sur lequel nous avons travaillé depuis le début de l'année et sur lequel nous allons vous consulter le 5 décembre prochain, c'est avant tout un projet de croissance avec la volonté de nous donner les possibilités de poursuivre la croissance de nos entreprises dans les 10 années qui viennent, grâce au fait que par une taille supplémentaire, une dimension internationale beaucoup plus marquée que par le passé, nous pourrons aller chez nos clients intervenir sur des projets de transformation globale, des projets qui vont représenter des volumes beaucoup plus importants et qui vont quelque part débloquer les possibilités de croissance, ouvrir les possibilités de croissance du nouvel ensemble. Si je le traduis en objectif financier à très court terme, nous fixons l'objectif de réaliser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires au 31 mars 2025, avec une marge opérationnelle de l'ordre de 13% en termes de résultats opérationnels courants. Et à plus long terme, au-delà de 2025, nous voulons surtout poursuivre cette croissance de manière soutenue, régulière, avec la volonté de générer sur les 10 prochaines années une croissance moyenne annuelle de 15%, combinant croissance organique et acquisition venant en complément de cette croissance organique pour nous permettre de prendre des positions sur de nouveaux marchés ou dans de nouvelles géographies, tout en portant notre marge opérationnelle à 15% de marge opérationnelle courante. Nous pensons être à ce niveau de marge opérationnelle courante à peu près 2 ans après le 31 mars 2025. Ce projet n'est pas qu'un projet qui se caractérise par des objectifs financiers, c'est aussi un projet qui se caractérise par la volonté d'être une entreprise de qualité qui est à la fois un employeur de référence dans lequel nos talents pourront se développer, pourront plus que jamais trouver la possibilité de complètement réaliser leur potentiel au sein de ce nouvel ensemble. Et nous voulons dans le même temps continuer à être, comme nous le sommes aujourd'hui, et du côté Wavestone et du côté Cuperior, une entreprise engagée sur le plan de notre responsabilité sociale, sociétale et environnementale,
Vous le savez, depuis plusieurs années, Wavestone s'était fixé un objectif qui était d'être dans le peloton de tête des entreprises les plus performantes en matière de RSE, dans les 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE. Et c'est un objectif que nous fixons dans ce nouvel ensemble. Nous fixons l'objectif d'être année après année parmi les entreprises les plus engagées en matière de RSE. Donc, voilà pour ce que nous voulions vous dire sur le projet. Parlons peut-être un petit peu plus du rapprochement et de la manière dont va fonctionner ce nouvel ensemble, en commençant par les caractéristiques de la transaction elle-même. Cette combinaison entre Qperior et Wavestone va se traduire par l'acquisition par Wavestone de 100% des acquisitions composant le capital social de Qperior. Et cette acquisition, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous lui avons donné le nom de combinaison parce que ce n'est pas une vente de Qperior à Wavestone, c'est plutôt nous rassemblons entre les actionnaires majoritaires de Wavestone, les actionnaires majoritaires de Qperior. Nous proposons à l'ensemble de nos actionnaires de rejoindre finalement un nouveau projet qui est la consolidation des deux entreprises Wavestone et Qperior, ce qui se traduit par le fait que cette opération, ce n'est pas une acquisition en cash, c'est essentiellement une acquisition qui consiste à rémunérer les actionnaires de Qperior par l'émission d'actions nouvelles Wavestone, de manière à ce que les actionnaires de Qperior deviennent des actionnaires du nouveau Wavestone. Et donc, le prix d'acquisition de Qperior a été fixé à 330 millions d'euros, plus un earn-out de 35 millions d'euros, un complément de prix de 35 millions d'euros conditionné par le résultat opérationnel courant qui sera dégagé par Qperior au 31 mars 2024. Sur les 330 millions d'euros de valeur d'entreprise qui constituent le prix de base, 80% seront rémunérés par l'émission d'actions nouvelles Wavestone, si vous en êtes d'accord, les actionnaires de Qperior devenant donc par là même des actionnaires de Wavestone aux côtés des actionnaires actuels de Qperior. Et les caractéristiques de cette transaction? Non, pardon, je te laisse continuer. J'ai simplement vu, on a parlé d'earn-out pour répondre tout de suite à une question que j'ai vu apparaître dans le chat. C'est un earn-out qui sera financé en numéraire. Et effectivement, le reste du prix de base ainsi que l'earn-out seront, eux, financés en numéraire. Et peut-être juste pour donner les paramètres financiers essentiels de la transaction, j'ai déjà parlé du prix auquel a été valorisé Qperior en valeur d'entreprise, en l'exprimant en valeur d'entreprise. Et ce prix est à comparer à une valeur d'entreprise qui a été fixée pour Wavestone dans le cadre de cette transaction à 1,1 milliard d'euros, ce qui représente un prix d'action de 54 euros. Donc, les actionnaires de Qperior vont être rémunérés par l'émission d'actions nouvelles Wavestone, et la parité sera réalisée sur la base d'un prix de 54 euros par action Wavestone. Pourquoi 54 euros? C'est parce que c'était, au moment où nous avons annoncé l'opération, le prix cible fixé par les analystes de Wavestone, considéraient que la valeur de Wavestone devait être considérée comme ayant une valeur sous-jacente de 54 euros. C'est une opération donc qui, si vous donnez votre approbation, se déroulera donc le 5 décembre, qui conduirait à une nouvelle géographie du capital de Wavestone. La rémunération des actionnaires de Qperior par des actions nouvelles Wavestone entraînera la création de 23,3% d'actions nouvelles par rapport aux actions existantes de Wavestone. Et après cette opération, les actionnaires de Qperior représenteraient à peu près 20%, un petit peu moins de 20% du capital total de Wavestone. Et vous voyez que dans le cadre de cette opération, pour aller plus loin dans cette vision de long terme, nous avons décidé d'élargir l'action de concert qui est aujourd'hui formée par les deux actionnaires fondateurs de Wavestone, Michel Dancoine et moi-même, en y associant les 7 principaux actionnaires de Qperior, qui deviennent donc la troisième composante de l'action de concert qui donc aurait vocation à constituer le bloc de contrôle de Wavestone. Et ainsi, nous aurions une action de concert représentant 60% du capital engagé à travers un pacte d'actionnaires d'une durée de 10 ans, engagé à porter le développement de Wavestone dans la prochaine décennie, ainsi que je viens de l'évoquer. Et vous voyez ce que deviendrait la nouvelle répartition du reste du capital de Wavestone, à peu près un petit peu moins de
de 10% du capital entre les mains des collaborateurs de Wavestone et de Q-Perior, et à peu près 30% du capital dans le flottant, entre les mains du public. J'ai oublié de signaler tout à l'heure en présentant l'opération que sur la base des paramètres de la transaction et des objectifs financiers que j'ai évoqués tout à l'heure, cette opération sera relutive pour les actionnaires de Wavestone dès le premier exercice complet de consolidation entre les deux entreprises, c'est-à-dire dès l'exercice 2024-2025, clos le 31 mars 2025. Dernier paramètre de cette transaction, j'ai parlé du pacte d'actionnaires qui va réunir les actionnaires majoritaires de Q-Perior et de Wavestone pendant une durée de 10 ans, et l'ensemble des parties à cette action de concert prend un engagement de conservation de ces titres pendant une durée de 4 ans. C'est donc un lock-up de 4 ans pour l'ensemble des actionnaires de contrôle de Wavestone. Et par ailleurs, les actionnaires Q-Perior qui ne sont pas dans l'action de concert, mais qui vont recevoir des actions Wavestone, ont pour leur part pris un engagement de conservation pendant une durée de 2 ans. On a bien compris, Pascal, que l'approbation serait soumise au vote des actionnaires de Wavestone le 5 décembre prochain. Si on zoome plus spécifiquement sur cette assemblée générale, est-ce que tu peux nous dire sur quoi les actionnaires vont devoir se prononcer? J'imagine que ce n'est pas simplement une question approuvez-vous oui ou non ce rapprochement, c'est un peu plus subtil que ça. Et puis par ailleurs, cette assemblée générale, elle a un enjeu, je crois, inédit dans l'histoire du cabinet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Très bien. Donc, écoute, en fait, à vrai dire, la question qu'on pose aux actionnaires, c'est bien approuvez-vous oui ou non ce projet, à travers 2 résolutions, qui sont l'approbation de l'apport en nature constitué par l'apport des actions Q-Perior à la société Wavestone. Et ça, c'est l'objet de la première résolution. Et la deuxième résolution, c'est une résolution qui vise à faire approuver par les actionnaires l'émission des actions nouvelles Wavestone destinées à rémunérer cet apport, donc l'approbation de l'augmentation de capital permettant de créer ces actions nouvelles. La troisième résolution étant simplement de refléter cette augmentation de capital dans les statuts de Wavestone. Donc il y a une première partie qui est une assemblée générale extraordinaire qui est là pour approuver l'opération, et l'opération ne se fera qu'à condition effectivement qu'il y ait une approbation à la majorité des 2 tiers de ces 3 résolutions. Cette assemblée générale extraordinaire est suivie par une assemblée générale ordinaire qui comprend là aussi 3 résolutions qui sont des résolutions visant à refléter dans la gouvernance de Wavestone cette nouvelle géographie du capital de Wavestone. Et donc, très précisément, il s'agit de nommer 2 nouveaux administrateurs de Wavestone qui rejoindront le conseil d'administration de Wavestone, Carsten Hoppner et Astrid Blechschmidt, qui est l'une des partenaires de Q-Perior, l'une des partenaires et actionnaires de Q-Perior, qui vont donc représenter au sein du conseil d'administration le bloc des anciens actionnaires majoritaires de Q-Perior. Carsten Hoppner a vocation à devenir directeur général délégué de Wavestone, et donc Wavestone prévoit de faire évoluer la direction générale actuelle, qui est composée de 2 personnes, Patrick Irigoyen et moi-même. Patrick Irigoyen étant directeur général délégué, moi-même étant président directeur général de la société. Si vous approuvez cette opération, nous proposons que cette direction générale devienne une direction générale constituée de 3 personnes, Carsten Hoppner, Patrick Irigoyen et moi-même. Et donc, Carsten Hoppner devenant mandataire social de la société Wavestone, nous consultons les actionnaires dans le cadre d'un say on pay sur la politique de rémunération applicable à Carsten Hoppner pour la fin de l'exercice 2023-2024, pendant laquelle il sera donc mandataire social de Wavestone. La 7e résolution est la traditionnelle résolution pour l'accomplissement des formalités. Mais je dis que cette assemblée générale, Benjamin, avait un caractère un petit peu particulier, puisque en effet, dans le cadre de cette assemblée générale, Michel Dancoine, ainsi que sa fille, qui fait partie de son groupe familial, et moi-même, avons pris l'engagement de neutraliser nos droits de vote pour l'approbation des résolutions numéro 1 et 2. Pourquoi cela? Parce que l'actionnaire de contrôle de l'entreprise va changer, même si Michel Dancoine et moi-même serons toujours
au sein de cet actionnaire de contrôle. Ça sera un actionnariat de contrôle élargi, et de manière à ce que nous n'imposions pas cette évolution du bloc de contrôle de Wavestone aux actionnaires minoritaires, puisque Michel Dancoine et moi-même sommes théoriquement en majorité et nous pourrions voter cette résolution par de simples droits de vote, de manière à respecter la volonté souveraine des actionnaires minoritaires qui doivent se prononcer sur le fait de savoir s'ils approuvent ou non cette évolution du bloc de contrôle. Michel Dancoine et moi-même donc allons neutraliser nos droits de vote, et ce sont donc les actionnaires minoritaires de Wavestone qui vont décider du fait de savoir si cette opération doit se réaliser ou non. Et donc nous sommes dans une configuration qui est inédite pour l'instant dans l'histoire de Wavestone, où les actionnaires minoritaires vont décider d'un enjeu qui est tout à fait stratégique pour l'avenir de la société. Et donc ça m'amène à vous passer un message qui est prenez connaissance plus détaillée sur le site de Wavestone de la documentation qui est relative à cette opération. Faites-vous une opinion et surtout votez, exprimez-vous, parce que c'est vous qui allez décider effectivement du futur de Wavestone. Et bien sûr, je peux vous donner une petite recommandation pour avoir moi-même contribué à l'élaboration de ces documents et les avoir analysés en détail. Je peux vous dire que moi, je serai à votre place, je voterai pour. J'en prends bonne note, Pascal. Simplement une information avant de passer à la partie questions-réponses. Pour rassurer tout le monde, les convocations, pour celles et ceux qui ont opté pour la e-convocation, vous avez dû recevoir le mail de convocation cette semaine. Les convocations papier, elles sont parties également cette semaine, donc n'ayez crainte si vous n'avez encore rien reçu. Ça devrait arriver dans vos boîtes aux lettres, soit cette fin de semaine, soit en tout début de semaine prochaine. Donc les documents, dans tous les cas, les documents que Pascal évoquait à l'instant sont déjà sur le site internet de Wavestone et vous ne pouvez pas les louper. Il y a un grand bandeau sur la page d'accueil du site qui vous redirige directement vers tous les documents, donc n'hésitez pas à d'ores et déjà les consulter. On a eu plusieurs questions. Juste avant d'y venir, je voudrais compléter en disant que les modalités de vote, parce que c'est pas toujours si simple que ça de voter une assemblée, donc il y a une documentation très complète également sur les modalités de vote sur le site de Wavestone, vu que Justine Brosset et toi-même y avez travaillé un certain temps, il faut vous rendre justice, et donc vous avez fait un travail remarquable pour expliciter ces modalités de vote. Et si vous voulez voter par correspondance, si vous voulez voter par vote access, ou si vous voulez simplement assister à l'Assemblée générale en votant à distance en temps réel lors de l'Assemblée, sachant que bien sûr, nous serons très heureux de vous accueillir physiquement, si vous en avez la possibilité, sur le site de l'Assemblée générale qui se tiendra au pavillon Gabriel, et Justine Brosset a veillé elle-même à la qualité de l'accueil et de la restauration qui sera associée à cette Assemblée générale. Déjà hâte d'y être. Quelques mots pour conclure, juste avant de passer aux questions-réponses. On a légèrement dépassé le timing qu'on s'était fixé, mais concluons en quelques mots sur ce projet et cette opération. Écoutez, vous avez senti dans l'intervention de Carsten et la mienne l'enthousiasme qui nous anime vis-à-vis de cette opération. On a l'impression que nous avons entre les mains une opportunité unique de constituer un nouveau champion dans le domaine du conseil, un champion d'origine européenne, alors que tous les acteurs qui dominent le conseil sont plutôt d'origine anglo-saxonne. Et nous pensons que cette alternative, elle va être accueillie chaleureusement par nos clients. Nous avons l'impression que c'est la possibilité de nous fixer des objectifs ambitieux sur le long terme à travers un projet à la fois extrêmement excitant sur le plan finalement de l'objet de ce projet, mais également très créateur de valeur pour les actionnaires de Wavestone. Merci à tous les deux. Il y a eu un certain nombre de questions dans le chat. On en a également reçu quelques-unes en amont de cette réunion. J'aimerais commencer cette présentation en donnant la parole à Carsten Hoppner. Ce projet, tel que vous venez de le présenter tous les deux, il a déjà été présenté également à des clients. Quels ont été les premiers retours des clients suite à l'annonce de ce projet, notamment côté Cuperior? Nos clients, en gros, étaient très, très positifs parce qu'on travaille avec des clients grands et globaux, des clients internationaux. Et en gros, ils nous aiment. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous.
Et ce projet-là donne l'opportunité pour eux de faire des projets plus grands, plus intéressants avec nous, parce qu'on est plus international. Et déjà, on a gagné des projets ensemble avec des clients existants internationaux, des grandes assurances, par exemple, qui ont des filiales en France et en Allemagne et en Angleterre. Et on travaille pour eux déjà ensemble. Et ça, pour moi, c'est la preuve que les clients aiment. Et en gros, ils étaient très, très positifs. Et je veux peut-être compléter ce que vient de dire Carsten. Du côté de Wavestone, ce qui est frappant, c'est que quand on parle de ce projet, on voit que nos clients réalisent tout à coup que pour eux, on était incontestablement un leader dans les tout premiers cabinets de conseil sur le marché français, mais ils nous considèrent maintenant complètement différemment à la lumière de ce projet vis-à-vis de notre capacité à les accompagner sur le plan international. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un accueil dans les mots, c'est dans les semaines qui ont suivi l'opération, on a été consulté sur de nouveaux projets. On a gagné 2 magnifiques opérations ensemble, sur lesquels le fait que nous présentions finalement le projet que nous sommes en train de vous présenter et que nous espérons mettre en œuvre a complètement changé finalement notre capacité à transformer l'essai vis-à-vis de ces 2 clients. Si on reste finalement sur les questions autour des clients, des secteurs dans lesquels le nouvel ensemble va opérer, on a vu tout à l'heure un graphique avec la répartition sectorielle du chiffre d'affaires. On a une question dans le chat finalement. Est-ce que l'équilibre de cette répartition sectorielle va changer? On a vu une large part dédiée aux services financiers, si j'additionne banque et assurance. Est-ce que le transport demain pèsera plus? Est-ce que cet équilibre sectoriel est amené à bouger? Je ne sais pas lequel de vous deux peut répondre à cette Je vais question. peut-être commencer à m'exprimer. On est très fort dans les services financiers. Peut-être d'ailleurs un peu trop présent dans les services financiers. Par exemple, en ce moment, en France, la banque, ce n'est pas un secteur extrêmement porteur. L'assurance est beaucoup plus porteuse. Le transport n'est pas un secteur énorme. Et donc, je pense qu'on a déjà une position très forte sur le secteur du transport, mais on ne peut pas s'imaginer que, par exemple, le secteur de transport prenne une dimension comparable au secteur des services financiers. Par contre, le secteur de l'industrie va certainement être un secteur qui va connaître des transformations absolument considérables, parce que le secteur de l'industrie est à peine engagé dans son mouvement de digitalisation sur le cœur de son métier, dans le cadre de l'intégration du digital dans l'ensemble des produits et services. Il y a encore énormément à faire, donc énormément de transformations à venir liées au digital, mais également énormément de transformations à venir du fait du mouvement développement durable et du fait de la nécessité, de l'impératif d'aller vers des business models plus durables. Et donc, pour cette raison, pour nous, ce secteur est un secteur prioritaire et je pense qu'on va être amené à le voir grandir dans la part de marché du nouvel ensemble dans les années qui viennent. Peut-être, je vois qu'on regarde, on a une question sur la part du secteur public dans le nouvel ensemble. Je ne sais pas si de tête, c'était dans la présentation, je pense, tout à l'heure. De mémoire, je pense que sur le nouvel ensemble, le secteur public doit faire à peu près 10%. Je vous laisse me confirmer si le chiffre est exact. C'est un secteur sur lequel, comme vous le savez, Wavestone est assez prudent parce que le secteur public est un client compliqué en ce moment en France. La perception côté supérieur est un petit peu différente. Chez nous, en Allemagne, aussi, on est prudent. Il y a les mêmes règles qu'en France, c'est tout et c'est un peu difficile et délicat. Il y avait des scandales aussi en Allemagne, on est très prudent avec le secteur public. En Suisse, c'est un peu différent. Chez nous, à QPE, on a beaucoup de réussite sur le secteur public en Suisse. C'est un peu différent, c'est un peu plus libéral. Et on fait des projets très, très intéressants dans le secteur public en Suisse. On va rester là-dedans. Mais en gros, je ne pense pas que le secteur public, c'est un secteur de priorité pour nous en Allemagne. Je vois qu'il y a plein de questions. J'essaie de les regrouper sous différents thèmes. Je vous propose qu'on aborde pas tout de suite les sujets PMI et les sujets bourse.
Restons sur le sujet PMI. Post-merger integration, pardon. Et comment on rapproche nos deux sociétés plus concrètement. Sur le marché, on a reçu une question en amont au sujet de l'évolution des prix de vente qui évoluent moins vite que l'inflation. Est-ce que vous avez des points de comparaison par rapport à d'autres sociétés de conseil et y a-t-il un changement de mix produit qui justifie cette évolution de prix moyen? Alors oui, en fait, il y a eu des chiffres spectaculaires pendant 2 ans en matière d'inflation. Et comme vous le savez, ces chiffres sont en train de ralentir. Et nos prix de vente n'ont pas évolué à la même vitesse. Mais en fait, ce que nous regardons, c'est non pas l'évolution de nos prix dans l'absolu, c'est l'évolution d'un ratio qui est clé dans notre industrie, qui est l'évolution relative des prix et des salaires. Et donc là, sous l'effet de la juniorisation pour ce qui concerne Wavestone post-Covid, le Covid avait amené un certain vieillissement de l'âge moyen chez Wavestone, mais la reprise du recrutement a provoqué une juniorisation. En fait, ce qu'on constate, c'est que à la fois sur 2022, mais également 2023, le ratio prix de vente sur salaire est resté stable, il ne s'est pas dégradé. En fait, il s'est un tout petit peu amélioré en 2022 et il va être stable sur l'exercice 2023-2024. Et Carsten, je te laisse compléter pour Cuperior. On a à peu près le même résultat. Pour nous aussi, le ratio entre les prix de vente et les salaires, c'est stable. Pour nous, c'est un peu moins la juniorisation, les jeunes. Pour nous, on travaille pas mal avec des équipes nearshore. On a des équipes en Pologne, en Roumanie, des gens très, très qualifiés, mais quand même avec des salaires un peu plus bas qu'en Allemagne et en Suisse. Et ça nous aide de garder une bonne distance entre les prix de vente et les salaires. Et comme ça, les résultats, c'est les mêmes. Et même si les prix n'augmentent pas dans la même vitesse que l'inflation, on garde notre ratio de prix de vente et salaire stable. On a eu plusieurs questions sur des sujets plus boursiers que je vous propose d'évoquer. Une première qui était dans le chat, est-ce que Wavestone envisage une cotation en France et en Allemagne? Non, nous allons rester cotés sur un seul marché. Nous n'avons pas la taille justifiant de faire une double cotation. Et comme vous le savez, une double cotation, ça coûte cher. Ça coûte cher à la fois dans les frais externes, mais également dans l'énergie qu'il faut passer pour être en conformité, qu'il faut dépenser pour être en conformité avec l'ensemble des contraintes de cotation sur 2 opérateurs de bourses différents. Et donc, nous allons rester effectivement sur une simple cotation sur Euronext, qui est pour autant un acteur pan-européen et donc nous avons des actionnaires qui sont dans tous les pays européens à travers la plateforme Euronext et d'ailleurs au-delà, puisque nous avons aussi pas mal d'investisseurs anglo-saxons au Royaume-Uni et aux États-Unis en particulier. Un sujet sur lequel il est parfois difficile d'y voir clair, l'éligibilité de Wavestone au PEA-PME. Cette opération légitimement peut amener à se poser des questions. Est-ce qu'on a des éléments à donner à nos actionnaires sur cette éligibilité-là pour Wavestone? Oui, alors l'éligibilité au PEA-PME, c'est un mécanisme un petit peu complexe et c'est pour ça qu'en tant que société éligible au PEA-PME, on émet tous les ans au début de chaque exercice un communiqué pour éclairer le marché sur le fait, sur notre éligibilité et nous serons encore éligibles au PEA-PME sur l'exercice 2024-2025. Malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Le fait de grandir, de vouloir poursuivre notre croissance et de vouloir devenir un champion européen du conseil, ça va nous amener à franchir certains seuils en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de salariés, qui font que très vraisemblablement, au 1er avril 2025, nous ne serons plus éligibles au PEA-PME. Donc, si vous voulez placer des titres Wavestone sur un PEA-PME, dépêchez-vous d'investir avant le 31 mars 2025. Je précise qu'une fois que vos titres sont logés sur le PEA-PME, il n'y a aucune contrainte, même si Wavestone n'est plus éligible à de nouveaux investissements dans le PEA-PME, vous pourrez conserver indéfiniment vos actions Wavestone au sein du PEA-PME. Aucune obligation de les vendre une fois que nous serons sortis des critères d'éligibilité.
pour rester sur des sujets boursiers, mais revenir plus spécifiquement sur le deal, on a évoqué l'opération, le projet, pardon, excusez tous ces anglicismes. Cette opération, on a parlé d'un prix de l'action à 54 €. Le prix de l'action, le cours de l'action aujourd'hui, c'est pas ce prix-là. On est aux environs des 45-46 € en ce moment. Est-ce que ce décalage, on va avoir une vérification en direct, est-ce que ce décalage est de nature à remettre en cause l'opération? Je vais poser la question à Carsten. Nous sommes dans un projet long terme et on ne veut pas vendre les actions maintenant. On veut profiter du valeur qu'on va créer. Et comme ça, bien sûr, on aime bien que les prix augmentent, mais ça ne nous dérange pas que le prix n'est pas à 54 en ce moment. Pas de souci, c'est un projet long terme. Et finalement, plus globalement, dans le cadre de la préparation de cette assemblée générale, je sais que vous rencontrez beaucoup de monde, notamment des actionnaires institutionnels. Quel est leur avis? Comment réagissent-ils à ce projet-là? Comment est-ce qu'ils se positionnent? Les réactions, et je laisserai Carsten compléter parce qu'on a rencontré beaucoup d'actionnaires ensemble. Les réactions de nos actionnaires institutionnels sont extrêmement positives. Première chose, on n'a pas rencontré d'actionnaires institutionnels qui nous disent on ne croit pas à cette opération. Bien sûr, il y a des points d'attention. Et les 2 points d'attention, c'est dans ce type d'opération, c'est est-ce que vous êtes confiant sur le fait que les équipes vont bien travailler ensemble, qu'elles vont créer de la valeur ensemble et qu'elles vont se sentir appartenir au même ensemble. Je pense qu'ils sont assez rassurés par d'une part le partenariat qui a préexisté et par ailleurs par le fait que les partenaires de Q-Perior mettent, comme tu le dirais Benjamin, leur skin in the game et ils prennent vraiment parti pour le projet et ils s'engagent sur une longue durée dans le cadre de ce projet. La deuxième question que posent les actionnaires, c'est vous faites cette opération à un moment où le marché n'est pas si facile, il y a un peu de ralentissement. Et donc, est-ce que vous considérez que malgré tout, vous allez arriver à maîtriser le timing? Là aussi, je pense que nous avons donné des réponses qui les ont convaincus. Et au-delà de ça, énormément de commentaires positifs qui sont cette opération, commencer à leurs yeux, fait beaucoup de sens. Ils disent c'est parfaitement dans la droite ligne de la stratégie que nous a expliqué Wavestone depuis longtemps. On était, pour certains actionnaires, nous ont exprimé qu'ils étaient préoccupés par le fait que Wavestone était très très centré sur la France et occupait une position sur son créneau qui devenait assez forte en France. Il n'y avait pas que ça puisse devenir une limite à la croissance de Wavestone sur son marché. Et par ailleurs, ils ont adoré, plébiscité, finalement, la manière dont nous faisons l'opération, avec cet engagement très fort des actionnaires de Q-Perior, mais aussi le fait qu'on fasse évoluer la gouvernance de Wavestone. J'ai été impressionné de l'importance que cela avait à leurs yeux, le fait qu'effectivement on élargisse le conseil d'administration, qu'on ait cette action de concert et qu'on transforme Wavestone en une entreprise internationale, pas seulement par le chiffre d'affaires et la répartition des activités, mais aussi dans la direction même de l'entreprise et dans la gouvernance de l'entreprise. Je crois que ça les a beaucoup intéressés et ça les a beaucoup convaincus de la solidité du projet. Carsten, je ne sais pas si tu as des éléments. Oui, j'ai eu les mêmes impressions que tu avais, Pascal, et moi j'ai pensé aussi aux réactions des équipes à Q-Perior, parce que nous sommes le partenaire le plus petit et du début, les équipes étaient positives. Et maintenant, pendant les derniers mois, on a fait des rencontres entre les équipes. On a travaillé sur des projets ensemble un peu plus. Et je peux dire, maintenant, on a un enthousiasme dans notre équipe Q-Perior. Tout le monde attend de vraiment finir la transaction. Tout le monde attend un vote positif dans l'Assemblée générale pour commencer notre projet. Et ça, c'est très, très positif. Et si on parle des risques d'une transaction comme la nôtre, c'est un risque à propos des gens, des humains. C'est important, on travaille, on est dans un domaine où il y a le capital humain, c'est le capital. Et c'est très, très important que les gens soient enthousiastes du projet, qu'ils veulent vraiment
faire quelque chose ensemble. Et moi, je suis très content que dans ce point-là, je suis très calme. Et ça, c'est très bien. Et on a eu cette question aussi des autres actionnaires, Pascal. Et je pense que c'est très, très important et je suis confiant. Et maintenant, j'espère aussi qu'on va avoir un vote positif. Et aussi, toutes les équipes ici autour de moi ont le même espoir. C'est une excellente transition. On a parlé de proximité des valeurs entre les collaborateurs de Wavestone et ceux de Cuperior. Dans l'hypothèse où l'Assemblée générale approuve ce projet le 5 décembre prochain, quels vont être les premiers chantiers qui vont être menés pour rassembler les équipes et faire en sorte qu'au fil du temps, les valeurs communes, cet état d'esprit ne se perdent pas? Il y a un premier chantier. On a bien sûr des chantiers techniques dans ce que tu appelais comment tout à l'heure? Le programme de post-intégration. Le programme de post-intégration. Il y a bien sûr des chantiers techniques. On est obligé de construire un système d'information commun, de construire un système financier commun. On a aussi des chantiers qui sont destinés à faciliter la mise en œuvre des synergies en matière de vente. Il faut que ça soit très très simple de vendre des affaires en commun au sein du nouvel ensemble, de faire coopérer les équipes ensemble. Et donc ça passe par un certain nombre de travaux. Mais finalement, pour faire écho à ce que tu évoquais sur les valeurs, on a décidé de mettre en tout premier un sujet qui est exprimons ensemble nos valeurs, les valeurs qui doivent gouverner l'ensemble des équipes de Wavestone et de Cuperior. Et je dois rappeler que en fait, c'est toi, Carsten, qui m'a dit dans les premiers mois, on est tellement complémentaires, tellement similaires plutôt en termes de valeurs, ça va être un travail très simple. Et prenons le temps d'exprimer ce que sera le positive way du nouvel ensemble. Ouais. Je suis complètement d'accord et on va commencer. Et je suis curieux parce que c'est quelque chose qui est important que toutes les équipes, ils aiment les valeurs, ils aiment le positive way. Mais ouais, je suis positif et je pense qu'on va réussir parce que ce sont les valeurs et ça c'est la spécialité, je pense. Ça c'est l'opportunité unique parce que les valeurs sont très très similaires et ça c'est une très bonne base pour les gens de s'entendre et de travailler bien ensemble. Tu as parlé de synergie, Pascal. Quel sera le programme de synergie opérationnelle que vous comptez mettre en place à partir de la fusion? Alors, déjà, en matière de synergie, faut que je fasse un premier commentaire, c'est que l'élément le plus important de ce projet, c'est pas tellement la mise en œuvre de synergie impressionnante, c'est avant tout le fait de changer de statut sur le marché, de devenir d'un seul coup un cabinet beaucoup plus important, qui a une taille critique permettant d'adresser des projets de taille beaucoup plus importante, et un cabinet qui tout à coup, par ailleurs, devient parfaitement crédible sur le plan international. Quelque chose de très important que vous avez vu tout à l'heure sur un slide, c'est que dans le nouvel ensemble, aucun pays ne représentera plus de 50% du chiffre d'affaires de ce nouvel ensemble. Et ça, c'est un message très fort vis-à-vis de nos clients. On n'est plus un cabinet domestique français ou un cabinet allemand, on devient un cabinet véritablement international. Mais pour autant, même si le cœur du projet, ce n'est pas la mise en œuvre de synergie, ben bien sûr, on va essayer de tirer parti des complémentarités qu'on peut avoir sur certains sujets. Et donc, par exemple, en matière de vente, puisque les synergies sur lesquelles on a réfléchi sont avant tout des synergies permettant de vendre plus, on n'a pas tellement de synergie dans notre métier, les coûts ne sont pas un paramètre très important de la rentabilité, et par ailleurs, on n'a pas identifié de choses très saignantes en matière de synergie de coûts. Par contre, en matière de vente, on pense qu'il y a quelques fils à tirer. Il y a un premier fil qui est à tirer, qui est le fait que Cuperior, c'est un cabinet qui est extrêmement expert du secteur de l'assurance. Le secteur de l'assurance, c'est en ce moment un secteur qui marche très bien, qui reste très résilient, et les compétences de Cuperior sont à un niveau beaucoup plus développé que celles de Wavestone. Et donc, on va rassembler nos équipes dans le secteur assurance de manière à, sur le périmètre Wavestone, vendre beaucoup plus à nos clients du secteur de l'assurance.
Et peut-être je peux compléter parce que Wavestone est très très fort dans le domaine de cybersécurité. Et pour nous, chez Cuperia aussi, c'est un sujet, c'est un topic très très important, mais on est beaucoup plus petit dans ce domaine. Et on peut utiliser les compétences et les références et les expériences de Wavestone pour vraiment grandir cette équipe de cybersecurity beaucoup plus fort en Allemagne et en Suisse dans les prochaines années. Et dans ce domaine de cybersecurity, ensemble, je pense, on est vraiment un des plus grands cabinets de conseil en Europe, ensemble, avec plus que 800-900 de collaborateurs dans ce domaine. Ça va être très, très fort. Et comme ça, en Allemagne et en Suisse, on va prendre le bénéfice de ça et je pense que ça va nous aider. Et voilà, et je pense que ça, ce sont les complémentarités qu'on peut utiliser pour vraiment créer plus de valeur. Revenons un instant sur une vision peut-être plus long terme. On a évoqué les objectifs au 31 mars 2025, 1 milliard d'euros. Quelle taille optimale visez-vous, tant par croissance organique que par acquisition, sans pour autant abandonner l'idéal de la société? Alors, on ne se pose pas cette question en ces termes. Et l'expérience nous a montré que finalement, le fait de garder nos valeurs, de rester une société qui est fidèle à sa culture, à ses valeurs, à une valeur en particulier fondamentale qui nous unit entre Wavestone et Cuperia, qui est le collectif, on est des cabinets qui sommes très, très tournés vers le fait de faire travailler les équipes ensemble pour apporter simplement plus de valeur à nos clients, et aussi parce que nos équipes aiment travailler dans des environnements pluridisciplinaires où en permanence les compétences se croisent au fur et à mesure des opportunités business. Et donc, le fait de grandir, ça nécessite de mettre de nouveaux moyens pour rester fidèle à ses valeurs. Ça nécessite, par exemple, c'est ce qu'on a évoqué en disant on va se rapprocher et tout de suite, on va chercher à réexprimer nos valeurs, réembarquer nos équipes sur une expression commune de ces valeurs. Et donc, pensons qu'il n'y a aucune fatalité. Nous pourrons continuer à grandir et nous ne nous fixons pas de limites, tout en restant ce que nous voulons être. Vous voyez que dans notre stratégie, dans les 3 objectifs que nous nous fixons, il y en a un qui est finalement ce côté valeur, fidélité à nos racines, tourné à la fois vers les équipes de Wavestone et vers ses engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et peut-être que ça ne vous dérange pas, mais cette question, c'est une question importante. Et comme moi, par exemple, j'ai créé cette Cuperia et on a commencé avec 4. Après, on était 20. Après, on était 100, 200. Et toujours, on s'est demandé cette question. Comment est-ce qu'on fait pour garder les valeurs? Et mon expérience, c'est l'entreprise change. Mais on peut garder les valeurs et on peut garder cette ambiance et le focus sur l'humain. Et il faut travailler pour ça, mais on peut le garder n'importe quelle taille on a de l'organisme. Et je suis très convaincu. Et ça peut être le secret pour nous de vraiment nous différencier aux autres parce qu'on fait attention à ces valeurs et de se concentrer sur l'humain et sur les personnes qui travaillent dans l'entreprise. J'allais rebondir sur les sujets orientés RSE. Est-ce que par statut, Wavestone va être amené à devenir une entreprise à mission? Alors, non, on ne se pose pas cette question aujourd'hui. Notre objectif, c'est avant tout, on ne veut pas faire du marketing, on ne veut pas clamer finalement une mission qui deviendrait un mantra. Ce qu'on souhaite, c'est dans les faits, dans la réalité de l'entreprise, être une entreprise qui est profondément engagée vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Profondément engagée d'abord vis-à-vis de ses collaborateurs, on l'a exprimé plusieurs fois, profondément engagée vis-à-vis de l'environnement, puisqu'on sait que ça va être un sujet critique pour le futur de nos sociétés,
est profondément engagé également sur le plan sociétal. Et sur ces 3 dimensions, on souhaite en permanence nous remettre en question, aller plus loin, être à la pointe des meilleures pratiques que l'on peut envisager, mettre le sujet de la responsabilité de la RSE au cœur de l'ensemble de nos missions. C'est ça notre objectif. C'est une énorme énergie, c'est une énorme mobilisation au sein de nos entreprises. Et on pense que c'est ça qui génère le plus de valeur et a le plus de sens vis-à-vis des parties prenantes au service desquelles nous nous mettons. Une question sur la gouvernance. Aujourd'hui, la société Wavestone a un conseil d'administration. Il y a 3 comités qui dépendent de ce conseil et qui lui amènent des décisions à prendre, que sont le comité d'audit, le comité des rémunérations et des nominations et depuis récemment le comité RSE. Est-ce que cette opération est amenée à reconsidérer ces comités, voire en créer de nouveaux? Alors, nous ne nous interdisons rien. Finalement, ce que nous souhaitons surtout, c'est que ces comités aient un sens par rapport aux enjeux de l'entreprise à un instant donné. Et donc, typiquement, les questions qui pourraient se poser à un moment, c'est par exemple de créer un comité stratégique. Mais aujourd'hui, il nous a paru au sein de Wavestone, et c'est quelque chose à reconsidérer dans notre nouvelle configuration, il nous a paru que la stratégie trouvait plus d'écho finalement à être traitée par l'ensemble du conseil d'administration que finalement d'être traité au sein d'un comité spécialisé pour simplement ensuite préparer le travail du conseil d'administration. Mais faut que nous soyons flexibles et surtout que nous fassions de cette gouvernance une gouvernance qui est au service du projet que nous voulons implémenter. Et donc, nous ne nous interdisons certainement pas de revoir la configuration des comités. Je parle sous le contrôle de Carsten sur ce sujet. Oui, je suis complètement d'accord, Pascal. Rien à dire. Nous arrivons au bout de notre créneau, au bout de notre réunion. Je vais peut-être vous laisser la parole, l'un ou l'autre, à votre discrétion pour quelques mots de conclusion pour les actionnaires qui sont avec nous aujourd'hui. Carsten? Moi, je suis ravi de commencer ce projet. On a travaillé très, très dur. Je pense qu'on a une très bonne base. Et maintenant, il faut commencer. Et j'espère que les actionnaires vont voter pour notre projet. Merci. Et Carsten, d'abord, je voudrais, au nom de l'ensemble des personnes qui ont assisté à cette réunion, te remercier de t'être exprimé en français. C'est remarquable. J'adorerais parler l'allemand comme tu parles le français. Je pense que c'est pas facile. Et félicitations et merci de faire l'effort. Je pense qu'on a déjà vécu pour la préparation de ce projet un avant-goût de ce qui nous attend dans le cadre de la création de ce projet. Et je pense que toutes les étapes qu'on a vécues, c'est très compliqué de préparer un deal de cette nature. Rarement dans les opérations de croissance externe sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai pris autant de plaisir à finalement travailler avec le partenaire avec lequel nous sommes engagés dans des discussions. Et pour moi, au fur et à mesure des mois et des différentes étapes de ce projet, c'est devenu limpide comme de l'eau de roche. Il faut que nous fassions ce projet parce que nous sommes faits pour travailler ensemble et quand nous serons ensemble, rien ne nous sera interdit. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a bien entendu vos messages. Je le fais d'habitude au début, j'ai oublié. J'ai simplement un bonjour particulier pour Michel Dancoine, qui est cofondateur de Wavestone, qui était avec nous et qui, je le sais, Michel qui est également administrateur, est très enthousiaste à l'idée de ce projet, tout comme d'ailleurs l'ensemble du conseil d'administration de Wavestone. On l'a dit tout à l'heure, tous les éléments sont en ligne sur le site internet de Wavestone pour tout savoir, pour comment voter, pour avoir tous les documents relatifs au projet. Donc on compte sur vous, on reste à votre disposition par mail à l'adresse action@wavestone.com si vous avez la moindre question. Justine Brosset et moi-même serons ravis de vous aider. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fin de journée et rendez-vous le 5 décembre pour l'Assemblée Générale. Ça sera au pavillon Gabriel. Bonsoir. Bonsoir et merci à tous.